Hop, donc interview Berlial, troisième partie. Donc, entre K.O.N. et Berlial, donc j'ai pas trouvé énormément de projets. Donc, par contre, Cédric, tu aurais joué dans un groupe avec Nicolas Chevrolier de The Old Dead Tree. Est-ce qu'il s'agissait de Omatidia ou est-ce que c'était autre chose? Non, non, pas du tout. C'était autre chose de pas du tout connu. Ça a été avorté assez tôt. Mais ça m'a permis de jouer pendant quelques mois avec Nicolas. J'ai même eu la chance de pouvoir un petit peu travailler les morceaux composés avec lui. Et c'est quelqu'un que j'ai beaucoup apprécié. Il est vraiment, vraiment super cool, super posé, très carré, très pro, bah, forcément, hein. Ouais, bon, malheureusement, Violdecci reprenait un petit peu de plus en plus de forme et il a dû faire un choix et logiquement son choix se portait sur Violdetri en toute logique, hein. Ouais, un garçon que j'ai beaucoup aimé. D'accord, donc c'est-à-dire que ce projet, ce que vous avez enregistré, c'est complètement mort ou bien ça pourrait voir le jour un Non, de je ces pense pas. Je quatre? pense que c'est complètement mort. Ouais, Hmm. ouais, Ok, c'est complètement mort. Ouais. d'accord. Mais t'as enregistré, je crois ils ont enregistré, t'as enregistré un truc avec lui qui est sur le. Il a fait des prises chez toi, non? Du dernier album. Ouais, c'était pour leur maquette, il me semble. Il était venu enregistrer les deuxièmes voix au chant, mais ça, c'était pour Violet, c'était pas pour. Ouais, ouais, bien sûr. De Terrified, non, c'est ça, hein, du Ouais, single? exact. Il faut Ouais, savoir que c'était quand même dans l'histoire, Viol des Tree, c'était un groupe qu'on adorait quand on était gamin. C'est bah du coup c'est moi qui ai fait découvrir à Cédric et François, le guitariste des KON. Et parce que bah, il mélangeait un peu plein de choses, tu vois, du jus mélodique, du growl. Enfin, Manu, leur chanteur, c'est un des meilleurs chanteurs de la scène. Il a une palette d'octaves de ouf, quoi. Et, ouais. euh, et du coup, c'est quand même un délire parce que, en fait, l'épouse de Nicolas travaille dans le lycée-collège où on était avec Cédric, dans un bled de 700 habitants. C'est un internat dans un bled paumé du fin fond de l'Alsace. Donc, le truc est improbable, hein. Quand tu sais que Viol des Chuis, ils sont pas du tout du coin. Et c'est à peu près au moment où tu as commencé Berlial, en fait, hein. Tu as rejoint Berlial et quelques semaines après, tu m'as dit, putain, mec, je vais faire de la zik, tu sais pas avec qui. Bah, autant dire que j'ai jamais deviné, hein, tu vois. Et donc, avec le premier guitariste de Viol des Chuis, quoi. Donc, puisqu'il joue pas sur le troisième, il a joué sur le premier, le deuxième et là le quatrième. Donc, c'est quand Hmm. même rigolo, quoi, la vie. Enfin, moi, j'avais un poster bah, de Hard Envy, d'ailleurs, de Viol des Chuis dans ma piole, quoi. Et à l'époque, tu vois, j'étais convaincu qu'il y a deux groupes qui allaient exploser. Bon, Gojira, mais je pensais que Viol Tree vraiment exploserait, que ça Ouais, cartonnerait. ouais, ils étaient partis pour et puis ils ont splitté entre-temps, peut-être à leur apogée, je sais pas. Bah justement, si, je sais pas si tu as vu le documentaire, d'ailleurs toi tu l'as vu Cédric, puisque quand ils ont fait leur concert, qui devait être leur concert d'adieu, mais qui avec la pandémie entre-temps est devenu le concert de reformation, tu vois, c'était quand même marrant. Yann Era, dans le documentaire, là, qui est sur une des plateformes, je sais plus si c'est Rave de Pit ou Thunderflix, je crois que c'est Rave de Pit là, il explique en fait, Manu, il voulait vraiment être, tu sais, passer l'étape pro, quoi. Et sauf que bah c'est ce ventre mou, tu retrouves ça aussi dans les interviews d'Aïdmar chez Sylvain Bégaud dans Le Secret des Dieux, où en fait tu sais, t'as l'impression que toi, enfin nous en tant qu'auditeurs, de se dire putain c'est un groupe, ils sont professionnels machin. Et en fait l'intermittence ça te fait un RSA amélioré, tu galères, tu passes t'investis de l'argent, tu vois. Moi, je sais que c'est ce que disait Manu, le troisième album. Ils ont mis beaucoup d'oseille dessus et je crois qu'il y a eu un souci avec la distribution en Allemagne ou un truc comme ça qui était un de leurs premiers marchés. Et bah, si ça plante, t'as mis des milliers d'euros sur la table, et voilà quoi. Et donc, bah, quand t'as plus que des dettes, je sais pas si c'était dans leur cas, mais dans le documentaire, c'est ce que tu comprends. Bah, voilà, faut se retourner quoi. Et c'est marrant parce que au lycée, bah, le fameux groupe qu'on avait, tu vois, il y avait notre batteur et Cédric qui était chaud en disant ouais, on pourrait essayer d'aller un peu plus loin, etc., essayer de faire un truc. Et l'autre guitariste et moi, on disait non, non, c'est les études, c'est machin. Mais moi, en tout cas, alors je sais pas pour notre guitariste, mais pour moi, c'était si un jour je fais de la zik, pour le coup, si tu te souviens, c'est vrai que j'ai toujours dit, je veux gagner de la thune pour faire ce que je veux. En fait, en gros, ça marche, tant mieux, ça marche pas. Mais en fait, voilà, c'est moi qui finance mon art parce que je veux pas avoir à te faire de concessions, je veux pas, etc., etc. Bon, in fine, même quand c'est, puisque bah, on se finance en partie, le label investit, My Kingdom investit de l'argent dans notre musique, mais l'enregistrement, tu le payes, ton agence de com, tu te la payes. Enfin, voilà, tu vois, au lieu de partir en vacances, tu mets ton argent de poche là-dedans, quoi. C'est à peu près ça, hein. C'est plusieurs voyages long courrier, on va dire, un album, pour donner aux auditeurs une idée de budget, quoi. Puis, de toute façon, maintenant, il y a eu pas mal de podcasts qui vous donnent des idées d'ordre de grandeur.
C'est à peu près ça. Bon, Max Wayumi, 14 000 pour leur album, ils ont déconné, enfin, t'enlèves les clips et tout. Mais voilà, un album, si tu veux faire un truc, un enregistrement, c'est 1000, 2000 euros. Nous encore, Edgar, on peut passer notre CPF dedans. Tu vois, on peut, et comme il est agréé par une école, je peux passer mon CPF là-dedans, donc ça coûte peu ou rien, quoi. Mais bon, t'as l'artiste qui te fait ta cover, enfin, t'as un budget, quoi. Mais malgré ça, t'es quand même obligé d'un peu de faire des concessions. Bah, tu vois, de prendre une agence de com, par exemple, si tu veux un peu diffuser ta musique, ce qui est pas très black metal, hein, en vrai. Je me souviens quand j'ai eu le devis de l'agent, j'ai dit à ça que je fais, ah, ça c'est pas super black metal comme truc, mais il y a tellement de sorties que si tu veux un peu bah, donner un peu de visibilité à la musique que tu produis, t'as pas le choix, quoi. Mais du coup, être dépendant comme à l'époque tu vois, d'un Century Media, d'une Major ou d'un Nuclear Blast, bah, c'est sûr que c'est pas. Et puis tu l'entends, hein, tous les groupes qui ont signé pour X albums, ou après ils sont pieds et mains liés. Tu vois, j'ai réécouté l'interview de Max Sotero de Merciless récemment, là, une interview qu'il a faite, où il revenait sur leur parcours. Et effectivement, c'est compliqué, quoi. Donc Et aujourd'hui, les groupes qui en vivent, bah, c'est ceux qui font, je sais pas combien de dates par an, tu vois. Mais même Machiavel, ils sont pas, je crois qu'ils ont des tafs à côté, tu vois. Alors qu'ils doivent faire, je sais pas, entre 50 et 100 prestations par an. Donc ils pourraient limite être à l'intermittence. Mais bah, après, voilà, c'est un autre délire, quoi. Et justement, voilà, je voudrais rebondir aussi donc, sur cette liberté artistique dont tu parlais. Ça rejoint un petit peu, puisque voilà, on disait tout à l'heure en off, l'interview du bassiste de XYZ, dont tu m'as dit que j'ai faite, que tu avais regardé. Lui disait en fait c'était l'inverse. Il dit voilà, les maisons de disques et les labels, ils mettent le pognon, donc on est obligé de se plier à plusieurs de leurs exigences, quoi. Donc c'est vraiment voilà le schéma opposé, quoi. Ouais, bah c'est ça, hein. Ouais, bah c'est clair, hein. Bah, les mecs te disent, il te faut un single, va pas faire une chanson de 15 minutes parce que voilà. Aujourd'hui, tu le vois, hein, t'as des groupes maintenant qui font quasiment que des singles. Tu sais, Within Temptation, leur dernier album, en fait, ils ont sorti 6 ou 7 singles avant de sortir l'album. Donc ça s'est étalé sur 2 ans et demi, 3 ans. T'as des groupes qui font que des singles. Alors, dans le métal, c'est plus rare, mais on va dire dans tout ce qui est metalcore, les scènes très modernes qui viennent mixer différentes choses, t'es obligé de te plier à bah, une certaine saisonnalité, quoi. Ou alors tu fais de l'underground pur et dur, comme les one-man band de DSBM, où les mecs te font 5 albums par an dans leur chambre, limite avec un 16 pistes, ou en tout cas une qualité de son qui s'y approche, et voilà, quoi. Donc, non, non, t'es obligé de faire des concessions. Enfin, même nous, tu vois, à une toute petite échelle, Nouveau Monde, donc qui clairement traite du drame que c'est des migrants, du djihadisme subsaharien, qui est une des raisons, en plus des conséquences bah, du réchauffement climatique, des migrations, ça en fait partie. Il y a effectivement une phrase qui est quand même assez crue dans mon texte, tu vois, où j'évoque les barbus, leur bite dans le cul de jeunes filles mal nées. Bah, en fait, au départ, on voulait mettre une lyrics vidéo. Notre visualizer, il y avait les lyrics. Et l'agence et le label français nous a dit, putain les gars, oui, on sait nous que mis dans le contexte, etc. Mais si tu prends que cet extrait-là, bah ça peut, si on a décidé de t'embêter, ça peut être sorti de son contexte et mis en avant. Et en fait, au départ, c'est vrai que bah, même Cédric était plus, alors que ça c'est marrant, c'est pas lui qui écrit les textes, mais c'est vrai qu'il m'a dit, vas-y, c'est chiant quoi. Enfin, il y a aucun doute. Enfin, il suffit de lire tous tes autres textes, on voit bien que tu es plutôt de l'autre côté politique que de celui-là, quoi. Mais effectivement, avec toutes des fois les polémiques, des fois justifiées d'ailleurs, il y a des groupes qui ont des propos qui sont dans le clash, quoi. Nous, c'est pas le cas, mais voilà, on a dû, du coup, bah, comme bah, le label français, c'est des potes, tu vois, on n'avait pas envie de les faire chier, quoi, de les embêter. Donc, on a dit, vas-y, ok, on les met pas, quoi. Mais tu vois, même à infime échelle, on a dû un peu s'adapter quand même, quoi. Ok. Donc, du coup, euh, Jérémy, donc, tu es aussi l'auteur de trois bouquins. Donc, le premier, ça serait Violence des petits riens en 2017, un recueil de Mm. poésie. Alors, Mm. plutôt surprenant, est-ce que tu peux nous en parler? Bah, en fait, ouais, carrément, mais Nouveau Monde, c'est le montage de 2 poèmes de ce recueil-là.
Et le spoken word sur We Deserve to Fall Again, donc qui en anglais, à part un passage où je scande en français, c'est aussi des extraits de différents poèmes de ce recueil-là. Et du coup, effectivement, c'est un. Bah, en fait, donc il y a eu le recueil de nouvelles et puis pardon, le recueil de poésie, les deux recueils de nouvelles derrière. J'ai appelé ça la trilogie de la violence. Donc effectivement, où bah, la thématique c'était la violence sous toutes ses formes, qu'elle soit économique, sociale, sexuelle, enfin voilà sur différents aspects. Je suis pas exhaustif. Donc c'était un peu ça le fil commun. Et ce recueil-là, on en reparlera peut-être dans quelques temps quand le troisième album sera sorti. Parce qu'il va y D'accord. avoir là vraiment un lien très direct. Il faut savoir qu'il est plus disponible. Pour le coup, autant mes recueils nouvelles chez l'Harmattan, on peut toujours les trouver. En physique, je veux dire, celui-là, il est plus qu'en digital. Donc, j'ai récupéré les droits dessus. C'est plus, ça appartient plus à la maison d'édition du Panthéon. Et du coup, on va peut-être en faire quelque chose en vue du troisième. D'accord. Et justement, voilà, ben, là, tu en parles un peu, puis dans la bio, j'ai vu aussi, donc, pour ces livres, tu parles de cycle de violence. Est-ce qu'on peut y voir une référence au film Salaud et les 120 jours de Sodome? Ah bah, il y a carrément deux extraits dans We Deserve to Fall Again, hein. D'accord, ok. L'intro et le passage que tu entends, c'est la VF, du coup. Mais Oui. c'est, bah, en fait, tu as deux passages. Eh oui, Tu je as m'étais le posé la question, ouais, c'est ça. Ouais, Euh, ouais, ouais. quand il dit pour le monde, vous n'existez plus, enfin, vous êtes déjà mort, ouais, c'est ça. Pour le monde, vous êtes déjà mort. Ouais, ah ouais. Exactement. Ouais, c'est le film de Pasolini, hein, son dernier. Il a été assassiné juste après. D'ailleurs, sur le tournage, il y avait déjà eu beaucoup de menaces. Ouais, c'est clairement la référence. Alors, c'est rigolo parce que sur Saturn, notre label, il y a un groupe qui s'appelle Salo, S-A-L-O, Ok. qui a fait un album qui a fait un peu de bruit l'année dernière, d'ailleurs. Et donc, bah, on se connaissait pas, hein. C'est un pur hasard. Mais effectivement, ouais, l'extrait de film sur We Deserve, il y a le discours d'Artaud. Antonin Artaud, et effectivement, les deux autres passages, c'est directement extrait de ce film, bah, du coup, qui rejoint un peu deux thématiques, bien entendu, l'asservissement sexuel et les meurtres dans le film, et également, bien sûr, l'allégorie à la République de Salo, hein, qui a vraiment existé. Temporairement, la République fasciste de Salo, où Mussolini s'est expatrié quelque temps avant de tomber définitivement. Un peu comme au Danemark, les collabos dont Louis-Ferdinand Céline s'était réfugié. Donc, ouais, bah, c'est la ref à la fois bah, Sade, bien sûr, même si moi je suis plus fan de Sacha Masoch pour le coup, mais en littérature, parce que bon, Sade, c'est un peu, t'en as lu un ou deux, t'as compris, c'est un peu lourdingue, je trouve. Mais par contre, le film est excellent. Ouais, le film de Pasolini, moi j'ai trouvé vraiment excellent. Et puis il a eu un, je sais pas si tu écoutes Affaires sensibles sur France Inter, ils en avaient fait un justement sur la sortie de ce film qui avait vraiment eu un retentissement hyper important, quoi. Bah, d'ailleurs, ça a un peu précipité quand même sa chute, hein, notre ami Pasolini. Ouais, et puis le film, ouais, moi je sais qu'il avait été interdit dans les salles à l'époque, il a fallu le voir bien plus tard, quoi. Ouais, ouais, bah, c'est vrai, bon, maintenant, entre-temps, il y a eu d'autres choses, je sais pas, je crois que c'est Serbian Film ou Serbian Movie, là, qui est un film à peine supportable, mais on va dire que, ouais, dans le classement des films les plus difficiles à voir, il figure dans un top 10 ou top 20 assez facilement, quoi. Ouais, ouais, toutes les scènes avec le cycle de la merde et tout ça, quoi, c'est horrible, quoi. Bah d'ailleurs, c'est pour ça que on a pris l'extrait alors on l'appelle, c'est pour en finir avec le jugement de Dieu et aussi appelé le discours de la fécalité d'Artaud, parce que bah effectivement ça fait un clin d'œil au film de Pasolini, même si on n'a pas passé des extraits de ces scènes-là. Et en plus, bah, il y avait une logique parce que on nous a déjà dit, mais c'est quoi le lien avec du coup le désastre écologique, etc. Bah, en fait, dans son propos Artaud, alors qui est confus, hein, puisque à ce moment-là, en 46, ouais, c'est en 46, il s'est pris je ne sais combien d'électrodes à Sainte-Anne, donc c'est plus le Antonin Artaud du film Jeanne d'Arc. Mais en tout cas, sa logique, il y a quand même derrière une réflexion. Et finalement, il reste de l'homme que la merde. C'est-à-dire qu'en fait, dans sa tête, et c'est un peu la référence au théâtre baliné sur lequel il a beaucoup écrit, en fait, dans cette espèce de gestuelle fondamentale, hein, organique, quoi, de la défection, en fait, c'est le fond de l'humain. Il reste pas grand-chose d'autre. Tout le reste, c'est apparat, c'est théâtre, c'est mise en scène, mais la finitude, elle est là, quoi. Et en fait, du coup, je trouvais que ça avait, malgré tout, du sens par rapport au texte de la chanson, quoi. Hmm, ok.
Donc, du coup, au niveau des bouquins, voilà, tu en as écrit aussi deux livres de nouvelles. Donc, à chacun son rôle et savoir dire merci. Mais j'ai des dates de parution diverses. Est-ce que tu peux nous les préciser et nous toucher un Ouais, mot sur ces deux livres? carrément. Bah alors, je peux te dire précisément la date de parution de À chacun son rôle. C'était le mercredi 8 janvier 2020 parce que Ok, c'était un concert de Enfro des Chamaches dont j'avais le t-shirt. Donc j'avais la date au petit bain dans mon dos qui me rappelait le jour de sortie de mon livre et je ne savais pas qu'il était sorti ce jour-là. Je l'ai vu en sortant du concert. Donc ouais, donc il est sorti juste avant la pandémie. Donc pour la promotion, ça a été un peu compliqué. Et en fait, savoir dire merci, c'est un peu comme Rosenroth et l'album d'avant de Rammstein, ou les deux derniers, c'est un peu les chutes studio du précédent. Donc effectivement, ils ok. sont tous les deux dans la même lignée, hein. C'est donc des nouvelles qui, le titre est systématiquement la dernière phrase ou une partie de la phrase de chute. Donc je suis vraiment revenu sur la nouvelle comme on l'apprenait en quatrième, hein, avec un effet de chute à la fin. Il y a eu beaucoup dans la littérature contemporaine de nouvelles qui sont linéaires, elles peuvent s'arrêter 5 pages avant, 5 pages après. Moi, j'ai vraiment essayé de ménager un effet de chute, avec des titres qui sont souvent bah, des expressions à la con, en fait. Donc, il y a à chacun son rôle, effectivement, savoir dire merci, l'un dans l'autre, tout travail mérite salaire, mauvais bail. Enfin, c'est toujours des petites expressions à la con, et du coup, tu sais pas à quoi t'attendre. En fait, c'est le but, c'est que tu sais pas à quoi t'attendre dans la nouvelle, mais généralement, quand tu la termines, tu dis, ah ouais, le salaud, il avait pensé à ça, prends soin de toi, tu vois, qui parle de l'alcoolisme, par exemple. Voilà. Donc, effectivement, il y avait bah, des thématiques. Dans les nouvelles, je mets pas mal de références musicales aussi, quand même, puisque bah, c'est quand même bah, souvent la musique que j'écoutais quand j'écrivais. Et il y a un peu un lien avec les thématiques de Berlial, même si c'est très large. C'est qu'effectivement, dans Berlial, on parle de l'addiction, on parle de la collapsologie, on parle d'une espèce de forme de violence plutôt destinée contre soi à l'échelle de l'humanité ou à l'échelle individuelle, hein, en fonction de l'addiction ou du consumérisme, etc. Donc ça reste toujours un peu dans ces trucs-là, hein. J'ai jamais parlé de paysage, quoique j'ai écrit des poèmes sur les îles de Lofoten, tu me diras. Mais voilà, il y a un peu un trait commun. Mais c'est surtout le recueil des poèmes, Violence des petits riens, où là, clairement, il y a un lien avec bah, notre musique, puisque je réutilise certains textes pour nos paroles. Et sur le troisième album, c'est pas un concept album au sens narratif prog, ce sera pas une histoire. On y a pensé, j'avais une idée d'histoire. Mais en fait, c'est chiant. Je trouve que c'est trop contraignant en fait au niveau de l'écriture. Et le but, c'est quand même la musique en premier. Donc en fait, j'ai pas envie de me mettre un carcan où du coup, je vais écrire un texte. Bah, déjà, c'est compliqué de raconter une histoire dans des paroles, hein. Genre Maiden, Bruce Dickinson, il le fait très bien. Sur le dernier album, qui est un peu longué quand même, pour être gentil, hein, Shinjuku, je sais plus comment il s'appelle. Senjutsu? Senjutsu, ouais, tu Ouais, vois. c'est le pire, le Maiden. J'y arrive pas avec cet album, quoi. Avec il y a Virtual 9 quand même. Il y a Virtual 9, quoi. C'est quand même. Virtual Eleven, c'est un de mes préférés, moi, par contre. Je suis bizarre, mais C'est vrai? c'est vrai, Eh ben, ouais. c'est marrant parce que c'était le seul qui avait Cédric en CD. C'est le premier Maiden qu'on a écouté. Tu vois, quand on en parlait, on revient à la question d'avant. C'était Tac. Virtual Nine avec ce brave Blaze Bayley. Mais voilà, il arrivait à, tu vois, sur les grands albums, Seven Sons of the Seven machin, là, tout ça, il arrive à te raconter une histoire et en même temps, le placement, il est top, quoi. Et moi, honnêtement, c'est quelque chose avec lequel je suis pas à l'aise. Donc, effectivement, il y aura entre guillemets, un concept parce que c'est lié autour d'un livre, en fait, finalement. Donc, les paroles, voilà, seront une extension. Enfin, il y aura un lien vraiment profond avec la deuxième partie de mon recueil Violence des petits riens. Mais c'est pas dans le sens concept avec une trame narrative commune qui raconte une histoire parce que je trouve ça trop contraignant et encore une fois, il faut que le chant soit bien. En fait, il faut pas que tu vois, au départ, j'écrivais des textes et j'essaie de placer mon chant par rapport au texte. C'est quand même compliqué. Sur le premier groupe qu'on avait, justement, là, on revient au KON, c'était le gros défaut. Quand parce que j'étais le chanteur et ensuite c'est Cédric qui est devenu le chanteur, pour des raisons plus que légitimes d'ailleurs, avec le recul. Mais effectivement, il me disait, mais mec, tu peux pas écrire le texte sans connaître la musique. Enfin, du coup, c'est galère, la phrase elle est trop longue, etc., etc. Donc, tu vas me dire, ouais, mais là, tu viens de dire toi-même que tu reprenais des poèmes. Oui, mais des poèmes, du coup, soit c'est des alexandrins. Enfin, je compte le nombre de pas à la base. Donc, en fait, le texte lui-même a un rythme. Donc, c'est beaucoup plus facile. Et je te disais que là, j'avais pas eu le temps de travailler mon placement sur les maquettes qu'on a faites. Il y en a certaines que j'ai passées en une prise, donc improvisées. Mais parce qu'en fait, à la base, le texte, il y a 8 pas, 4 pas. Enfin, tu vois, je veux dire, avec la rythmique, tu arrives à jouer beaucoup plus facilement dans la manière de les découper, quoi. Et le but, c'est quand même le rendu final du chant. C'est son interprétation. Tu vois, donc c'est ça qui doit primer. Et à la rigueur, après, si un texte sympa rentre dedans, c'est mieux.
mais c'est quand même le placement du chant, ce que je faisais pas avant, tu vois. C'est marrant, il a fallu que j'écrive 3 bouquins pour, entre guillemets, dire, c'est bon, j'ai sorti des bouquins, maintenant je peux du coup que le texte se plie à la musique et plus l'inverse, quoi. D'accord. Et du coup, là, je te peux revenir sur la comparaison que tu faisais avec Rammstein. Est-ce que ton livre donc, le livre de chute, il est meilleur que le livre d'origine? Parce que Non. Rosenroth, moi, je le préfère. C'était Rise Rise, l'album qui Ah, s'appelle. Rise, Rise, ouais, exactement. Voilà, Ah, du tu coup, préfères Rosenroth à Rise, Rise? ah ben, Rosenroth, c'est mon favori de Rammstein, tout simplement, quoi. Alors, voilà, j'ai des goûts bizarres, ouais, je sais. Non, mais c'est vrai que t'as quatre titres qui défoncent. T'as Man gegen Man, Gaz, Benzine, qui sont vraiment bien. Mais non, non, du coup, alors, bon, du coup, on va dire que, admettons que je considère que Rise the Rise est meilleur que Rosenroad, après les goûts et les couleurs, hein. Mais non, non, le premier recueil, donc à chacun son rôle, il est vraiment au-dessus de Savoir dire merci. C'est juste qu'il y avait quelques textes que je trouvais vraiment cool dans Savoir dire merci. La maison d'édition et mon directeur de publication qui malheureusement est décédé, bah lui aussi il était alcoolique d'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'il y avait un match entre nous à l'époque, mais voilà, il avait vraiment, vraiment adhéré à ce que je faisais sur mon recueil de nouvelles et en gros je savais qu'en lui envoyant un manuscrit à peu près dans la même veine, c'était ok et c'est ce qui s'est passé. Mais non, il y a une écriture qui est. Tu vois, j'ai essayé dans mon troisième recueil, il y a une nouvelle notamment sur un peu le Black Lives Matter français parce que je me souviens, il y avait eu pas mal autour du collectif Adama Traoré, tout ça, des manifs et tout. Et j'ai essayé, normalement, j'ai plutôt pas une mauvaise empathie, c'est-à-dire empathie au sens premier du terme, me mettre dans les pattes de quelqu'un, quoi, tu vois. Et j'ai essayé de le faire justement sur des sujets qui, moi, en fait, ça va être difficile de les appréhender par rapport à ce que je suis. Et c'est d'ailleurs la mère de ma fille, qui était ma compagne à l'époque, qui me l'a dit, tu vois, là, tu t'es aventuré sur cette perception racialisée des choses, etc. T'es pas dans la situation, je trouve que ça sent que, tu vois, que tu... Autant dans mon premier recueil, je parle pas mal, bah, j'avais écrit un texte avant les Gilets jaunes, c'est comme un lundi. Tu vois, c'est l'expression de merde. Comment ça va? Comme un lundi. Bah, pour le coup, les Gilets jaunes, on n'en parlait pas, hein. S'il avait écrit en novembre 2017, et ben ça annonce vachement en fait le profil des gens en fait qu'on avait marre quoi, tu vois, de pas avoir une vie vraiment horrible comme on voit à la télé quand on était gamin, tu vois, qui meurt de faim, mais genre juste insatisfaisante, tu vois, et à juste titre, bah, j'en parlais, tu vois. Donc là, j'avais plutôt tapé juste parce que bah, de là où je viens, enfin voilà, ça correspondait plus à ce que je connaissais. Et à savoir dire merci, je me suis aventuré sur pas mal de trucs où je connaissais moins, et donc j'étais peut-être un peu moins juste dans mon propos. Mais bon, moi je trouve il se tient quand même, hein, il se tient, mais objectivement, à chacun son rôle est quand même clairement, clairement au-dessus. Vraiment au-dessus. J'y ai passé plus de temps aussi. D'accord. Donc, on va revenir sur Berdial. Donc, formation en 2020. Donc, à la base, vous étiez un trio, puisqu'il y avait le guitariste donc Tromgeist dans vos rangs. Donc, du coup, Berlial, CZH, HSOD, Tromgeist. Que signifient tous ces noms et qui les a trouvés? Bah alors, dans le cas de Cédric et moi, chacun, on s'est trouvé notre blase. Et pour Pierre, qui s'appelle en fait Trommer, du coup, j'ai fait Tromgeist parce que donc il est breton à la base. Et dans les Légions Noires, tu avais alors 50 000 groupes obscurs, on sait même pas si c'était des vrais groupes, mais je crois qu'il y avait un groupe qui s'appelait Torgeist, ou un truc comme ça, donc Trommer, ça, voilà, ça faisait blague, c'était cool, et puis Pierre s'en foutait, donc il m'a dit, ouais, ouais, c'est bon, j'achète. Ça s'est fait comme ça. CZH, ça signifie Crazy Eight, donc la haine folle. C'est kitsch à mourir, mais c'était un peu le blaze que je m'étais trouvé bah, quand on avait notre premier groupe au collège. Et en plus, ça faisait 8. Et le 8, c'était Corey Taylor. On revient au néo metal, tu vois, donc Crazy Eight, machin. Donc voilà. Aujourd'hui, je ne prononcerai plus Crazy Eight, ça fait vraiment kitsch. Mais tu vois, là, je vois que j'ai dû m'enregistrer l'autre fois qu'on a fait une interview avec CZH. Donc Zoom m'a repris le truc. Et bah, tu vois, je trouve qu'orthographier comme ça fait cool. Et bah, j'ai dit je parlais un peu de côté kitsch, voire un peu les clichés du black. Moi, en vrai, j'ai un côté vraiment premier degré. C'est-à-dire que quand je vais à un concert, il faut qu'il y ait du corpse paint. Genre, tous les groupes de post-black d'Harvey and Fright, c'est génial. Mais ça me saoule, les mecs qui viennent en t-shirt et en jean. Putain, mec, tu fais du black. Fais du trash, tu vois. Je sais que c'est ton. Tu vois, si tu veux foutre un jean et des converses, putain, fais du trash, me casse pas les couilles, tu vois. Voilà, moi j'aime bien quand il y a tout l'apparat, ça m'immerge, ça me parle, quoi. Donc je voulais qu'on ait un peu ce côté-là et je vais laisser Cédric élaborer sur son blaze. Je vais le laisser assumer son choix. Ouais, il y avait un contexte aussi. Ben,
Tu vois, à l'instar de Pierre qui a dit ouais, ouais, 30 guys, ça me va très bien. Ben, je crois qu'on était en session de travail ensemble Jérémy m'explique que ouais, il faudrait un blaze, etc., etc. Donc je comprends la démarche hein, de coller un petit peu à son univers. Et assez rapidement m'est venue l'idée de LSOD il m'a dit ouais, ouais, non, c'est cool, on va garder ça, c'est top. Donc après, je le diminue en mettant juste HSOD, quoi. Et, Non, mais et c'était pas pareil dans Elsod, hein, ton blaze, hein. Elsod, c'est le diminutif d'un autre blaze à la base. Si t'aimes le trash allemand, Emmanuel, tu peux un peu avoir une idée. Elsod, voilà, il y a quelque chose Bon, c'est derrière. assez clair, espèce de blaireau. Sodome, ouais. Ouais, 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 tu peux continuer encore, mais. D'accord, je réfléchirai là-dessus alors. Mais ouais, puis ça, et puis ouais, encore une fois, orthographié. Bah, ce qui est très cool, c'est que dans notre logo, on a fait faire par Christophe Spatzel, tu sais, qui a fait les logos de milliers de groupes de blagues, dont Emperor d'ailleurs, hein, il y a plein de groupes, quoi. Il est très accessible, il suffit de le contacter, il te fait ça. En fait, on a Berial, donc tu as 7 lettres. Et du coup, en fait, si tu regardes un peu en gros, dans BERLIAL, en fait, tu as CZH-HSOD. Donc, en fait, 3 plus 4, ça fait 7. Donc, en fait, on a vraiment dans notre logo, en filigrane, là, en dessous des petites lettres, enfin, en dessous des grandes lettres, nos petites lettres de nos blazes. Donc, in fine, au départ, Ouais. c'était un peu, on a fait ça un peu comme ça, tu vois, pour rigoler, quoi. Mais on a réussi à le porter de manière un peu plus structurante, jusqu'à notre logo, quoi. Et puis, aujourd'hui, effectivement, bah, on est deux. Même si on commence à réfléchir à peut-être recruter du monde en vue du troisième, sur la direction artistique générale, ça va quand même rester nous deux, quoi. Donc, c'est une manière aussi de l'ancrer dans le logo, quoi. Hmm. D'accord. Ah ouais, mais du coup, je viens de le jeter, le logo. J'avais même pas fait gaffe, effectivement. Ouais, c'est vraiment tout petit dans le. Yeah. Faut le savoir, hein, faut le savoir. Voilà, donc du coup, est-ce que vous pouvez rappeler donc l'origine du nom Berdial aussi? Ouais, c'est la contraction de Bélial et Béria. Donc Bélial qui est l'archange lieutenant de Satan dans la chute d'Éden, dans Paradis perdu de John Milton, et Béria qui était le directeur de la police politique, le NKVD. Il a pris la suite d'Ejov sous Staline, donc un peu le Heinrich Himmler soviétique. Donc l'association des deux étant vraiment là, on est vraiment dans les archétypes du black metal, hein. C'est l'anti-humanisme primaire, dire pas la peine de chercher des idoles fantoches pour dire qu'il y a un mal absolu, un grand méchant loup, etc. Le mal, il est au plus près de nous. Et d'ailleurs, on le voit dans les sujets d'actualité, quand on s'intéresse un peu au sujet des viols, des abus sur des enfants, etc. Le grand vilain violeur dans la rue, bon, ça existe, mais c'est un cas statistiquement ultra minoritaire, en fait. On en parlait récemment avec Cédric, puisqu'on est darons tous les deux, et c'est pareil. En fait, on se disait, non, mais on a tous les deux on a des filles, en fait, on n'a pas de garçons. Et du coup, je disais, mais en fait, tu sais, c'est de moi dont tu dois te méfier, et réciproquement. Dans l'absolu, le danger, il vient de là, de ton frère, mon père. Enfin, tu vois, voilà, c'est ça le sujet. Donc, en fait, tu vois, ce nom Bérial qui peut sembler un peu. Bah, déjà, j'étais sûr qu'il n'existait pas. J'ai ce nom depuis le lycée, hein, pour te dire, on va voir le collège. Donc j'avais dit, si un jour je fais un groupe d'extrême, ça s'appellera comme ça. Et à chaque fois en interview, j'arrive à t'amener une autre enfin, tu vois, un autre niveau de lecture, quoi. Et c'est vraiment l'idée de se dire que le mal, il est en nous et c'est un mal de proximité, quoi. C'est la banalité du mal, c'est Hannah Arendt, c'est tout ça, quoi. Donc du coup, voilà, justement, donc si on prend Beria, donc on peut dire qu'il s'agit d'un fasciste, d'un fasciste. Quant à Bélial, donc c'est la main droite de Satan. Or, vous deux, vous me semblez ni fasciste ni sataniste. En quoi ce nom est-ce qu'il peut vous représenter? Alors, ouais, fasciste soviétique, quoi, dictateur. Enfin, mais ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. Bah, justement, dans le sens de ce que je viens de te dire, c'est vraiment dénoncer. C'est vraiment revenir au black primaire. Le black, c'est avant tout anti-humaniste, tu vois, si on revient un peu aux fondamentaux, au groupe originel de Norvège. Donc, mais en disant qu'effectivement, la plupart des groupes disent satanistes, en dehors de ceux qui sont vraiment dans le, je sais pas, Dark Funeral, qui sont dans le kitsch et premier degré, généralement, leur forme de satanisme, c'est justement une critique de ceux qui ont une dimension un peu mystique dans leur satanisme ou qui sont d'obédience sans tonne lavé, c'est de revenir à une forme d'individualisme et dire effectivement l'anti-humanisme primaire, quoi. Le sens, si tu veux, une autre façon de le formuler, j'avais un jour organisé un café littéraire où j'avais le café philo, c'était est-ce que l'homme grand H est la fin de l'homme petit h?
Alors, tu pourrais te dire l'inverse, parce que c'est pas les individualités qui entraînent la fin de cet idéal de l'homme collectif, etc. Tu vois, c'est Rousseau, quoi. C'est le contrat social qui permet à un animal à la base violent et individuel de devenir sociabilisé en collectif. Moi, c'est plutôt le parti inverse, c'est de dire que effectivement, les socialisations, quelles qu'elles soient, que ce soit via des groupes religieux, d'intérêt économique, de ce que tu veux, c'est là qu'il y a une corruption en fait de l'individu et que souvent sous couvert d'idéal pour le bien général, tu vois, en fait, on peut mener à des horreurs, tu vois. La colonisation, c'est quand même Luc Ferry qui, à côté de ça, a apporté beaucoup de choses via l'école dans la Troisième République, qui t'explique qu'il va amener la civilisation à des peuples dits primitifs et il l'amène avec des fusils, quoi. Donc c'est ça le sens de notre propos, hein. Mais effectivement, alors je te disais, j'ai dit à deux reprises qu'on était servants de messe. Bon, moi, j'ai jamais été croyant. C'était juste une façon de me faire des copains différentes, puisqu'il y avait plein de jeunes là-bas. Mais donc, on a quand même une culture religieuse. Donc, on connaît un peu toutes les, en tout cas catholique. Donc, on connaît un peu les significations, etc. Donc, on joue aussi sur ces codes-là parce que ça marche assez bien. Par contre, on n'est pas sataniste ni alors au sens kitsch, le diable avec des cornes ni même le satanisme d'Anton LaVey, ses différents courants. Donc, je trouve ça, c'est une forme de, pas de philosophie, mais c'est une espèce de New Age un peu dark, tu vois. Philosophie New Age un peu dark. C'est vraiment plutôt exploiter le côté, pas besoin de se cacher derrière des grands mythes fédérateurs, des archétypes collectifs, pour voir que le mal, il est au quotidien, tu vois. C'est pour ça que je trouvais que l'exemple que je viens de te donner sur les violences sexuelles, en fait, c'est souvent dans la proximité, dans l'intimité. Je trouve ça assez intéressant. Alors, bah, pas ça, hein, pas le fait qu'il y ait des faits comme ça, mais cette lecture de se dire qu'en fait, le pire, tiens, pour reprendre une référence à notre titre de l'album, non seulement est à venir, mais surtout, il est juste à côté de toi. Et parfois, c'est toi ton propre démon. Là, c'est l'ancien alcoolique qui te parle, tu vois. C'est la situation dans laquelle je me suis mise. Alors, si, il y a l'assujettissement chimique, hein, parce que ben, c'est pas que psychologique, il y a une dimension physiologique. Mais je veux dire, à la base, c'est moi l'agent actif de cette destruction, tu vois. Donc c'est ça que ça veut dire aussi. D'accord. Alors, ben, je connaissais pas Beria, donc du coup, j'ai un petit peu lu. Donc, apparemment, il était très lèche-cul avec ses supérieurs et plutôt sadique envers les autres. Et il y a aussi des théories qui disent que c'est lui qui aurait assassiné Staline, ou qui l'aurait fait assassiner parce que Staline, il voulait faire exécuter. Il y avait des histoires comme ça, quoi. Donc, c'est un petit peu ça le personnage, ou... Bah, en fait, je te le comparais à Heinrich Himmler, donc, qui était le chef de la SS sous le régime hitlérien. Ils ont des points relativement communs, ouais, en effet. Ok. Bah, si tu veux, quand tu es le patron de la police politique, t'es celui qui surveille ceux qui surveillent, qui surveillent. Tu sais, c'est ce qu'on appelle le Führerprinzip. Donc là, je reviens dans l'Allemagne nazie, mais il y a quand même beaucoup de. D'ailleurs, Hannah Arendt, elle a fait un livre où elle compare quand même les deux, hein. C'est sa trilogie sur le totalitarisme, où en fait, tu mets en place le principe du Führerprinzip. C'est un peu comme chez Foucault, le panopticon. C'est-à-dire qu'en fait, tu arrives à ce que les gens s'auto-surveillent. C'est ce qu'on voyait aussi avec la Stasi en Allemagne de l'Est, etc. Et l'architecte de ce système-là, à un moment donné, dans l'Union soviétique, c'est Beria. Et donc, en fait, à un moment donné, il sait qu'en plus, Staline, bah, comme tous les grands dictateurs, il est dans le mythe de la citadelle assiégée, hein. C'est-à-dire que sachant que lui, il essaie de faire des coups de Trafalgar à tout le monde, il est tout le temps lui-même dans la suspicion. Et effectivement, bah, il s'est dit à un moment donné, tout le monde y est passé, je serai le prochain sur la liste. Et surtout, certains partis communistes à la fin des années 40, donc à la sortie de la guerre, et surtout début des années 50, Staline est mort en 53, ont commencé à se désolidariser. Et si tu regardes, comment dirais-je, le livre noir du communisme est sorti dans les années 60, mais tu as déjà eu un bilan sur les années Staline. Bah, même Khrouchtchev, hein, qui est son successeur, oui, c'était Khrouchtchev, a direct fait un bilan en disant, bon, alors sous l'époque Staline, c'était la Seconde Guerre mondiale, faut comprendre que, mais disons qu'il y a des trucs, on va pas les refaire. Donc, tu vois, même son successeur direct a déjà fait un peu un espèce de bilan en disant, je me désolidarise de certaines choses. Donc, en fait, effectivement, il y a eu des proches de Staline qui ont essayé de le renverser.
avant qu'en fait, bah, il arrive la même chose qu'au moustachu autrichien, hein, c'est-à-dire que il se retrouve bunkérisé et à sauter. Bah, Göring, dans l'Allemagne nazie, il s'est barré. Himmler a essayé de négocier avec les Alliés, qui ont fait, mais attends mec, on a capté quitter, t'inquiète pas que tu vas être jugé. Donc il a pris sa capsule d'ampoule, mais t'en as quand même pas mal. Il y a que Goebbels, hein, qui est resté jusqu'à la fin. On le voit dans le film d'Untergang avec Hitler. Généralement, tu sais, quand le navire est cool, les rats ils se cassent, hein, donc là c'était pareil. Donc oui, oui, Beria, en effet, à mon avis, il s'est dit si c'est pas moi qui le bute en premier, c'est lui qui va me buter, donc va falloir faire quelque chose, quoi. Et ils Ouais, étaient, oui, deux ou trois à avoir essayé de faire une conspiration qui est tombée dans l'œuf, et de toute façon il était malade sur la fin de sa vie, et son cercle proche le savait à Staline. Bah, déjà, c'était un gros alcoolique, donc il n'avait pas une santé de fer, mais oui, oui, non, tout à fait. ouais, Il puis de toute a, façon, en plus, j'ai vu que Beria, il a été exécuté peu de temps après la mort de Staline, apparemment, la même année, je crois. Alors, tu vois, je ne me souvenais plus, mais effectivement, bah, dans ce travail de bilan, un peu, il y a eu une purge des plus proches de Staline. Quand ils ont, puisqu'effectivement, ouais, mais c'est Khrouchtchev, hein, si je dis pas de bêtises, qui a pris la suite, où il y a peut-être eu un mec entre eux, mais ils ont très vite fait un bilan dès le début des années 60, donc tu vois, même pas 7 8 ans après le décès de Staline, il y a tout de suite eu un bilan qui a été fait, et puis encore une fois, tu as des partis communistes d'autres pays, que ce soit au sein de l'Union soviétique ou à l'extérieur, bah, notamment les Chinois, qui s'étaient désolidarisés de Moscou. Mhm. Cuba commençait à vouloir aussi s'autonomiser. Donc, même s'ils n'étaient pas encore, Cuba était encore sous le régime, la dictature d'avant, mais je veux dire, il y avait déjà des groupes révolutionnaires armés qui se désolidarisaient. Donc, effectivement, ils ont fait une petite, j'allais dire, ils ont fait une purge stalinienne. Mais voilà, ils ont un peu les pires, les agents les plus actifs, les plus visibles ont été, euh, ont été éliminés ou enfermés dans des goulags pour essayer d'ouvrir un peu l'URSS au reste du monde, quoi. D'accord. Donc, on arrive à la fin de cette seconde session. C'est une petite pause clope et on reprend Ça marche. une quatrième session. Allez, ça marche. À Ça roule. tout. Allez. À toutes. Salut.